Noël approche. J'en profite pour vous souhaiter tous mes meilleurs vœux. À propos de vœux, vous aimeriez sans doute que certains puissent se réaliser. Eh bien, attendez le 13 décembre, ils seront peut-être exaucés. En effet, les seins météoritiques des Géminines arrivent à un rythme de 110 à l'heure, puisque selon la tradition, à chaque étoile filante que vous voyez, votre vœu se réalise. Surtout, ne rentrez pas vous coucher et profitez-en pour observer la constellation des Gémeaux dans la direction de l'Est. Vous ne pourrez pas manquer Castor et Pollux, les deux étoiles principales de la constellation. Leur proximité et leur éclat identique les ont fait surnommer les frères jumeaux, d'où le nom de la constellation. Le 22, ce sera le solstice qui marque le début de l'hiver. Vous savez qu'il y a 2 solstices par an, un en été et un en hiver. Ce sont les 2 moments de l'année où l'inégalité entre le jour et la nuit est la plus grande. Le 22 décembre, la balance penche nettement en faveur de la nuit pour l'hémisphère nord. Presque 16 heures de nuit contre 8 heures de jour à peine. Mais rassurez-vous, la durée du jour recommence à augmenter. Le 24, la veille de Noël, presque toutes les planètes se sont donné rendez-vous au pied du croissant de lune. Tel un Pierrot, Vénus est en tête, suivi d'Uranus, de Neptune, de Mars et de Mercure. Vous les trouverez non loin de la constellation du Capricorne, mais vous pouvez constater sur la carte que Mars et Mercure font bande à part en se donnant presque la main. Et le 25, pour les amateurs de comètes, un très beau cadeau vous attend. Vénus se trouvera à proximité de la comète Honda Merkos Pajdušakova, du nom des 3 astronomes amateurs qui l'ont découverte. Sachez encore que cette comète est périodique, c'est-à-dire qu'elle revient tous les 5 ans. Et c'est seulement quand elle passera près du Soleil que vous pourrez l'apercevoir avec votre instrument. En effet, sous la chaleur du Soleil, les gaz emprisonnés par les roches et les glaces qui la constituent s'enflamment et donnent naissance à ce qu'on appelle la chevelure de la comète. Et tout ça le jour de Noël. Cette apparition m'en rappelle une autre. Souvenez-vous, il y a 2000 ans à Bethléem, cette petite étoile que certains astronomes ont pris pour une comète. En résumé, le 13 décembre, feu d'artifice chez les Gémeaux. Le 22, c'est le solstice d'hiver. Le 24, les planètes se réunissent autour de la Lune. Le 25, c'est le très beau passage de la comète Honda Merkos Pajdušakova. Et pour finir, la Lune sera pleine le 30. Ce mois-ci, Cassiopée vous entraîne sur les routes informatisées du réseau Internet. Alors à tous les branchés, bon surfing. Et pour commencer, un petit tour par l'Observatoire européen austral. Sur le mont Cerro Paranal, au Chili, les 4 gigantesques télescopes du VLT, le Very Large Telescope, sont en construction à plus de 2650 mètres d'altitude. La firme française SFIM vient de terminer le polissage d'un premier miroir dont le diamètre ne fait pas moins de 8,20 mètres et dont la précision est de l'ordre du millionième de millimètre. C'est en 1998 que le plus grand télescope du monde sera mis en service. Grâce aux performances exceptionnelles du télescope spatial Hubble, que vous trouverez sur le serveur STSCI, les astronomes ont pu assister à la formation de nouvelles étoiles. Cela se passe dans la nébuleuse de l'Aigle, située dans la constellation équatoriale du Serpent. Les clichés d'Hubble révèlent de gigantesques colonnes de gaz en forme de stalagmites, au sommet desquelles naissent de jeunes et flambantes étoiles. Surtout ne quittez pas le serveur, car vous apprendrez que dans la célèbre constellation d'Orion, à 1500 années-lumière de la Terre, de nouveaux systèmes solaires sont peut-être en train de se former. En effet, ces clichés montrent des disques de matière entourant de jeunes étoiles. Ces disques pourraient être le lieu de formation de nouvelles planètes. Toujours sur ce même serveur, on voit 4 images d'une même et unique galaxie lointaine entourant une galaxie beaucoup plus proche, située pourtant sur la même ligne de visée. La lumière émise par la galaxie lointaine a vu ses trajectoires démultipliées. C'est la courbure de l'espace qui provoque ces illusions d'optique cosmique que l'on appelle des mirages gravitationnels. Quittons Hubble pour récupérer le réseau de la NASA. Le 18 octobre 89, la sonde Galileo quittait la Terre pour un voyage vers Jupiter long de 850 millions de kilomètres. Le 7 décembre 95, Galileo a lancé une capsule qui a pénétré l'épaisse atmosphère de la planète géante et a affronté des vents de près de 400 km/h. Pour finir, si vous vous branchez sur le net de l'ESA,
vous apprendrez que le satellite d'observation en infrarouge ISO, construit par l'Agence spatiale européenne, a enfin décollé le 17 novembre. ISO étudiera les astres froids de l'univers avec une sensibilité 100 fois supérieure à celle de son prédécesseur, IRAS. Pour démarrer l'année 96, quoi de mieux que de parler de notre planète Terre? Vous savez que la distance de la Terre au Soleil varie durant toute l'année. Eh bien, le 2 janvier, la Terre atteint le point le plus proche du Soleil. Ce point se nomme le périhélie. Sa distance est alors de 147 millions de kilomètres. Le 2 juillet, la Terre, au contraire, sera à son plus grand éloignement, c'est-à-dire 152 millions de kilomètres, et donc à l'aphélie. C'est la raison pour laquelle nos hivers sont moins rudes que dans l'hémisphère sud, puisque c'est en janvier que la Terre est près du Soleil et en juillet qu'elle en est loin. Mais l'hiver est là, et si vous désirez voir la pleine lune briller de 1000 feux le 5 à 21h50, n'oubliez pas de vous couvrir. Le 11 janvier, vous pourrez regarder l'éclat de la célèbre étoile Algol, l'œil du démon, changer de manière significative. En quelques heures, sa magnitude passera par un minimum de 3,4 pour remonter jusqu'à 2,1. Vous l'avez peut-être oublié, mais Algol est une étoile variable à éclipse. Et pour mieux comprendre le secret de sa brillance, il faut savoir qu'Algol n'est pas une, mais trois. 3 étoiles qui tournent autour de leur centre de gravité commun et qui se cachent les unes les autres, provoquant ces variations de magnitude. Vous pourrez donc observer cet étrange phénomène dans la constellation de Persée, Persée qui n'est autre que le fiancé d'Andromède, la fille de notre chère Cassiopée. Ceux qui possèdent une petite lunette pourront à loisir observer la valse des satellites autour de Jupiter le 28 janvier. Ces satellites sont au nombre de 16, mais vous ne pourrez voir que les 3 plus gros. À l'ouest de la planète, nos 3 belles lunes, Io, Europe et Callisto, se retrouveront alignées comme des perles. Jupiter, rappelons-le, est après Vénus la planète la plus brillante du système solaire. Et si je vous dis qu'elle se trouve dans la constellation du Sagittaire, vous n'aurez aucune difficulté pour la repérer. Et pour finir, le 31 janvier, vous pourrez apercevoir Mercure 1 heure avant le lever du jour. Vous savez que Mercure est la planète la plus proche du Soleil, ce qui la rend difficile, voire même dangereuse à observer. Eh bien, à partir du 20 jusqu'à la fin du mois, elle sera à son maximum d'élongation vers l'Est. C'est donc son éloignement par rapport au Soleil qui la rendra visible à l'œil nu. Avec une magnitude de moins 0,3, toujours dans la constellation du Sagittaire, vous ne pourrez pas manquer d'apercevoir celui qu'on appelle le messager des dieux. Astronet aujourd'hui vous ouvre ses portes et vous invite à surfer sur 4 nouveaux serveurs. Tout d'abord, un petit tour sur le web de Hubble ou le STSCI. Mystère au cœur de la galaxie elliptique NGC 4261 située dans la constellation de la Vierge. On vient de découvrir un gigantesque trou noir entouré de poussière. Le mystère réside dans le fait qu'il n'y a jamais eu de poussière dans les galaxies elliptiques et pourtant, c'est de ces poussières que se nourrit ce trou noir très vorace. Après plus de 15 ans de recherche, on vient enfin de prouver l'existence de la première naine brune. C'est encore grâce au télescope Hubble et à ses derniers clichés qu'on a découvert cet astre, mi-étoile, mi-planète, en orbite autour de l'étoile Gliese 229. Cette naine brune a donc une température de 700 degrés et est 100 fois moins lumineuse que la moins lumineuse des étoiles. Pas étonnant qu'on ait eu du mal à la repérer. Quittons le STSCI pour aller vers le serveur du Fermilab. Le 22 novembre dernier, 80 physiciens des particules ont décidé du futur emplacement de l'observatoire Auger. Cet observatoire étudiera les rayons cosmiques qui viennent percuter violemment la haute atmosphère de la Terre. Ce détecteur géant couvrira une surface de 3000 km² et se construira en Argentine. Cette réunion décisive a eu lieu au Palais de l'UNESCO. Sur le net de SOHO, vous apprendrez que le 2 décembre dernier, le satellite SOHO a décollé de Cap Canaveral en Floride. Ce satellite, en partie financé par le CNES, étudiera le fonctionnement du Soleil, son champ magnétique et son vent solaire. Doté de 12 instruments ultra sophistiqués, le satellite SOHO sera opérationnel dans 4 mois environ, quand il aura atteint le point d'équilibre gravitationnel entre la Terre et le Soleil. Et pour finir, un peu de surfing sur le serveur de la NASA pour fêter un anniversaire. Le 26 janvier 86, la planète Uranus recevait pour la première fois la visite de la sonde Voyager 2.
Voyageur 2 survolait la 7e planète de notre système solaire à moins de 110 000 km et découvrait qu'Uranus était couverte de méthane, d'où la couleur verdâtre de la planète. Aujourd'hui, Voyageur 2 a fini sa mission et poursuit sa route au-delà de Pluton, vers des astres encore plus lointains. Souvenez-vous, il y a quelques mois, toute la communauté scientifique s'était mobilisée autour d'un événement astronomique qui en avait fait rêver plus d'un. Le 21 mai 1995, les anneaux de Saturne avaient disparu de vos lunettes pour revenir ensuite petit à petit. Eh bien, le 11 février à 20h, la Terre franchira à nouveau le plan des anneaux pour la 3e et dernière fois. Elle occultera tout bonnement ce disque fin qui s'étend sur plus de 300 000 km et dont l'épaisseur est d'1 kilomètre à peine. Et c'est seulement vers le printemps que nous verrons réapparaître progressivement la face sud éclairée de Saturne, et ce jusqu'en 2009. En attendant cet heureux retour, il faut en profiter pour observer les satellites de Saturne. Vous savez que la brillance de ces anneaux est telle qu'il est généralement impossible d'observer les petites lunes qui gravitent autour de la planète géante. Eh bien, le 17 février à 19h37, à l'aide d'un petit télescope, vous pourrez donc observer une conjonction très serrée entre Titan et Tétis. Il faut noter que Titan, dont le diamètre dépasse celui de la Lune, est de loin le plus important satellite de Saturne. Le point le plus brillant dans le voisinage de Saturne sera donc Titan, suivi de sa petite sœur Tétis. Et toutes ces merveilles seront observées dans la constellation du Verseau. Le 25 février, la plus grande comète du siècle sera visible dans la constellation du Sagittaire. Mais il vous faudra encore une lunette pour apercevoir Albope, qui file à la vitesse de 10 km par seconde et qui se trouve à environ 700 millions de kilomètres de la Terre. Toujours le 25, si vous regardez en direction du zénith, c'est-à-dire très exactement au-dessus du point où vous êtes, vous verrez, à l'œil nu cette fois, l'une des plus brillantes étoiles de la voûte céleste, Vega, l'alpha de la Lyre. Située entre la constellation du Cygne et celle d'Hercule, Vega se repère à sa couleur très blanche et à son extrême luminosité. De plus, elle est toujours suivie par 2 étoiles plus petites qui se trouvent juste en dessous d'elle. C'est ce qui donne cette forme de sitar à la constellation et qui vous permettra de la suivre durant tout l'hiver. Alors en résumé, le 11, les anneaux de Saturne disparaissent à nouveau. Le 17, très belle conjonction entre Tétis et Titan. Le 25, Albope est de passage. Et toujours le 25, Vega sera au zénith.